Bienvenue sur Teler TV pour suivre votre émission On doit le savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chris Dongui, activiste des droits de l'homme et membre du mouvement Ras-le-Bol. Il va nous parler de sa dernière expérience carcérale. Comme vous le savez, Chris Dongui avait été enlevé un 25 mars 2021 par les agents de la CID, la centrale d'intelligence et de documentation ex-DGST, au prétexte d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il avait été conduit donc à la CID où il va passer 11 jours, pratiquement 2 semaines, avant d'être transféré à la maison d'arrêt où il purgera plus de 90 jours avant d'être relaxé, sinon libéré provisoirement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour Chris Dongui. Bonjour Monsieur Christian Perrin. En tout cas, nous sommes très heureux que tu nous reviennes. J'espère que tu te portes très bien. Oui, moralement, je suis au point. Physiquement, quand on sort d'une prison qui n'est pas dans des conditions humaines, parce que il faudrait se le dire, les conditions, disons, de l'univers carcéral congolais est dans un état très coûteux. Et donc, quand vous y allez, du coup, vous contractez diverses maladies. Donc, c'est pas facile, mais nous faisons avec en tant qu'activistes et militants des droits de l'homme. Parce qu'il ne faudrait pas baisser les mains. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc comprendre avec nos téléspectateurs, sinon partager, j'allais dire, avec nos téléspectateurs, cette expérience carcérale, comment ça s'est passé, comment on t'a pris, pourquoi, qu'est-ce qu'on te reprochait. On va commencer par l'enlèvement. L'information que nous avions reçue était telle que vous aviez été enlevé. Comment ça s'est passé? C'était où et quand exactement? J'ai été enlevé le 25 mars au plateau de 15 ans. Et donc, et c'est le 25 mars que j'ai été enlevé, ensuite conduit dans les services de la DGST, aujourd'hui la CID, ex-DGST, et présenté devant ces enquêteurs qui m'ont fait savoir que j'étais interpellé pour un complot, faire un coup d'État, je sais pas, une atteinte à la sûreté de l'État. Et ensuite, le lendemain à 5 heures du matin, et ils m'ont conduit, ils m'ont demandé de les conduire chez moi à la maison pour y aller faire une perquisition illégale, parce que je dis bien c'est une perquisition illégale, parce que j'étais seul et ces éléments-là. Normalement, une perquisition sérieuse devait être faite avec des membres de ma famille ou mon avec ton avocat. Voilà. Et ce qui n'était pas fait. Donc, voilà la situation de la manière dont elle se présente. Et de là, donc, ils t'ont ramené à la CID, donc à la centrale d'intelligence et de documentation, où tu as passé pratiquement 11 jours. Comment ça s'est passé dans ta cellule? Comme tout à l'heure, tu venais déjà de flasher que les conditions ne sont pas assez bonnes, mais est-ce que tu étais quand même dans une cellule assez propre, aérée, éclairée, ou comment, dans quelles conditions étais-tu détenu? Bon, les conditions, c'est ce que je dis toujours, les conditions sont inhumaines dans ces prisons-là parce que un homme a besoin de la lumière du jour parce que où vous êtes enfermé 24 heures sur 24 heures, voilà, en violation de nos droits parce que la détention légale, elle est faite de 48 heures et s'il faut le réajouter, c'est 72 heures. Hein, ce qui n'était pas fait, d'où nous avons fait pratiquement, où j'ai fait pratiquement deux semaines. Ensuite,
j'ai été conduit et présenté devant les procureurs. Avant d'être présenté devant le procureur, est-ce que vous avez bénéficié de l'assistance de votre avocat, non? Non, non, non. Durant tout le temps que Vous êtes resté à la j'ai CID. passé à la CID, mon avocat a cherché à rentrer en contact avec les responsables de cette structure. Ben, ces derniers ont rejeté toutes les tentatives de la part de notre avocat, de la part de M. Ibanga. Et voilà, donc c'est justement le jour où j'ai été présenté devant les procureurs, c'est à ce jour-là que j'étais en contact avec mon avocat. Et pendant ce temps où vous êtes resté à la CID, à la centrale d'intelligence et de documentation, vous aviez droit aux visites des parents, des amis ou... Pas du tout, c'est là ce que je dis. Nous sommes dans un état policier où la loi n'est pas respectée parce qu'il faudrait se dire le Congo a ratifié tous les traités en matière de droits de l'homme, mais sur le terrain, l'application de ces traités ne se font pas. Donc, je n'avais ni contact avec ma famille et d'ailleurs, le repas qui me venait de la part de ma maman, je la voyais pas. Et donc, ce repas passait d'un point A à un point B pour arriver à un point C. Et donc, voilà un peu le cheminement de ce que je recevais de la part de mes parents. Voilà. Mais au fait, que te reprochait la CID? La CID se disait que moi, j'étais en intelligence avec voilà, un certain nombre de personnes de la diaspora pour pouvoir tenter une atteinte à la sûreté de l'État. Et bon, malheureusement, je ne voyais pas être reproché de tous ces faits-là, vu que je suis un activiste et militant des droits de l'homme. Et tout le monde sait la manière dont voilà, je mène mon combat. Je mène ce combat qui est le nôtre pour ramener, voilà, que le Congo puisse être un véritable un pays où le droit serait un état de droit, la restauration de l'état de droit au Congo. Et donc, c'est ça notre combat. Mais malheureusement, nous sommes pris comme des ennemis, non plutôt comme des adversaires, mais plutôt comme des ennemis. Alors que cet état de droit bénéficiera à tous les Congolais, même ceux-là aujourd'hui qui nous traquent, qui nous mettent les bâtons dans le rond. Voilà. Et lorsque vous êtes reparti à la maison, finalement, lorsqu'ils sont allés faire la perquisition, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de particulier chez toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien du tout. Ils ont pris quelques documents, voilà, les documents d'où il y avait certaines choses, parce que en tant qu'homme public, on se doit de se former. Il y avait les documents de certains partis politiques également, parce que nous sommes des hommes publics. Parce que tout ce qui touche à l'aspect public, elle est politique. C'est ce que nombreux ignorent au Congo. Parce que les gens se disent être de la société civile, ça veut dire être apolitique. Alors que tout ce qui touche à l'aspect public, tout ce qui est au public, elle est politique. Alors que nous, notre combat, c'est pas accéder au pouvoir, mais c'est pour veiller au bon fonctionnement de notre État et de notre pays. Donc, et ton avocat t'a rejoint combien de temps après? Ben c'est juste quand j'ai été conduit devant les procureurs. Voilà. Et il y a eu une perquisition également à mon lieu de service, mon bureau, parce que je suis un jeune entrepreneur, j'entreprends, et je ne suis ni fonctionnaire, ni quoi que ce soit, je suis informaticien. Et donc, il fallait fouiller dans tout ce qui était comme outil informatique pour chercher, voilà, des preuves quelconques, je sais pas, des plans, des trucs comme ça, dans certains de mes disques durs et autres que jusqu'à aujourd'hui, que je ne retrouve même plus, où j'ai perdu beaucoup de mes matériaux avec lesquels je fonctionne. Aujourd'hui, ça entrave carrément au bon fonctionnement de ma structure.
Mais attends, lorsqu'ils ont perquisitionné, par exemple, ton bureau, c'était devant toi, ils t'ont dit qu'est-ce qu'ils ont pris exactement, ils n'ont pas listé ça pour te rendre ton matériel après? Oui, mais sauf que j'ai les machines qui ont été restituées, ben, on me dira que les disques durs ont été remis auprès de mes parents, mais quand je vois ces disques durs-là, ce ne sont pas les miens. C'est pas les miens. Et donc, j'ai perdu beaucoup de disques durs ou qui détenaient beaucoup des logiciels dans lesquels aujourd'hui, ceux qui connaissent l'informatique, ce sont des logiciels que nous achetons en ligne. Et donc, non seulement ça nécessite beaucoup d'argent et malheureusement aujourd'hui, je me retrouve à zéro et il faut recommencer pour acquérir tous ces logiciels. Alors dis-moi, lorsqu'ils t'ont pris, lorsqu'ils t'ont enlevé, quand ils t'ont amené à la CID, à la centrale d'intelligence et de documentation, les parents étaient informés du pourquoi on vous avait pris? Non, pas du tout. C'est juste, je dirais, 48 heures après, alors que la loi le dit, quand un homme est interpellé, à l'instant, on doit appeler un de ses parents pour le mettre au parfait. À l'instant, quand la personne est interpellée, on dit que votre fils ou votre frère ou votre mari est dans tel commissariat ou dans tel service pour des raisons qu'on ne peut pas d'abord parce que parler, il est interpellé en mesure d'enquête, mais on doit mettre au parfait les siens. Et en tant qu'homme public, en tant que leader d'opinion, j'ai une structure. Et donc, du coup, cette structure devait être mise également au parfait. Mais malheureusement, c'est ce qui n'était pas fait. C'est 48 heures après qu'ils m'ont remis le téléphone, vu que l'information était déjà voilà, mise sur les médias sociaux également. C'est à ce moment-là que ils m'ont permis de joindre mes parents. C'est parce qu'il y a eu une pression médiatique. Je dirais, c'est pas voilà. Et donc, vous n'avez été présenté devant le juge que 11 jours après, sinon pratiquement 2 semaines Devant les après. C'est bien cela. pas le juge. Devant le procureur. Les procureurs. J'ai été entendu directement par les procureurs en toute violation des procédures d'interpellation. Voilà. Et d'où, quand on vous dit que vous êtes interpellé pour atteinte à la sûreté d'État, on vous le signifie au niveau des services de la CID et arrivé au parquet devant ces procureurs, l'infraction a été requalifiée. Et donc, déjà, il y a vice de procédure. À ce moment-là, d'atteinte à la sûreté d'État, on tombe à tentative à l'atteinte à la sûreté d'État. Vous voyez, un peu, c'est à ce moment, on se dit, nous sommes en face d'une justice quelquefois au service et non des populations. Alors, donc, au niveau de la justice, vous avez dit, les faits ont été requalifiés et vous y avez plongé plus de 90 jours. Pourquoi tout ce temps-là? Ben, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et quand une justice, parce que moi, ce que je sais, c'est la justice qui élève une nation. Et je prends l'exemple de certains pays comme le Ghana, le Botswana et l'Afrique du Sud, pas mal de pays où nous voyons l'exemple, la justice, elle est indépendante. Elle exerce correctement son pouvoir. Alors que selon la loi, la justice, on dit, il y a séparation de pouvoir. Il y a l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Mais au Congo, il y a méli-mélo, il y a confusion totalement, où nous voyons des hommes forts et être au-dessus de cette justice et qui empêchent même ceux-là qui ont appris le droit de dire le droit. Et donc, c'est honteux. Et ce que je ne cesse de leur dire, c'est la justice qui élève une nation. Tant que cette justice-là restera au service des individus, je ne pense pas que le Congo pourrait connaître un essor de développement ou d'épanouissement. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure que vous avez plongé à plus de 90 jours au niveau de la maison d'arrêt. Est-ce qu'il y a eu un procès ou un début de procès
ou bien on vous a gardé simplement comme ça et en attendant donc le procès, c'est cela? Nous n'avons pas eu un procès, pas de procès du tout, parce que je dirais, le scellé, c'était mon téléphone. Je ne sais pas si on peut tenter à l'atteinte à la sûreté d'État ou on peut faire une tentative, parce que déjà, quand on essaie de, nous sommes des personnes instruites, quand il faut faire les analyses de ces mots, on comprend qu'il n'y avait rien du tout de ce qu'on nous reprochait, parce que je ne peux pas admettre que moi, je peux aller faire une attente à la sûreté d'État avec mon téléphone. Et il y a certaines personnes qu'on nous associe dans ce dossier, des gens que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais vus dans ma vie. C'est juste au parquet que j'ai su que ces gens-là étaient mêlés dans le même dossier que nous. Mais lorsque vous arrivez maintenant, parce que j'ai dit, hein, et nous avons rappelé tout à l'heure que vous avez passé à 11 jours à l'acide et puis vous aviez passé plus de 3 mois, donc plus de 90 jours à la maison d'arrêt. Et là-bas, dans quel type de cellule avez-vous été gardé? Comment ça s'est passé? Comment vous avez passé votre séjour carcéral là-bas? Je dirais c'est triste parce que en tant qu'activiste militant de droits de l'homme, en tant qu'humaniste, je pense que je verrai d'abord commencer par un message que je vais adresser à ceux qui sont aux commandes de ce pays, parce que c'est inhumain ce que nous vivons, ce que nos frères, ce que nous vivons au niveau de cet univers carcéral du Congo-Brazzaville, parce que les conditions sont inhumaines, parce qu'une mousse où vous avez eu plusieurs personnes qui sont passées sur ça, vous ne connaissez pas l'état sérologique ou bien les pathologies que certains souffrent. Et donc, du coup, vous avez une cellule où vous êtes au nombre de, je dirais, plus de 10 personnes. Et Dans une cellule? Dans une cellule. Et vous êtes, les mouches sont étalées à même au sol. Les mouches sont étalées au sol. Je dis bien au sol. Il y a quelquefois certains lits, il y a d'autres cellules où on a des gens entassés. Et aujourd'hui, comme nous sommes aujourd'hui en période de chaleur, c'est invivable. C'est invivable. C'est invivable. Je dis bien invivable. Alors, lorsque vous parlez des cellules, c'est des petites cellules ou alors c'est aéré quand même, oui, non? Oui, c'est des petites cellules, je dirais, au De moins 3-5 mètres carrés? 3 mètres sur 3 mètres je pense, 3 mètres de largeur et puis 3 mètres de largeur et la longueur peut faire 4 mètres ou bien, je sais pas, 5 mètres. Et vous êtes au nombre de 10 à l'intérieur. Et il faut reconnaître c'est quel genre de maison. Parce qu'il faudrait se le dire, c'est une maison construite par les colons avant l'indépendance. Il faut voir, avec les briques cuites, c'est une maison qui date. Et d'ailleurs, c'est une maison qui représente l'impérialiste, parce que c'était, on disait, une maison où on incarcérait les nègres. Donc moi, je me vois, c'est de l'injure envers ma personne, envers la personnalité que je suis. Et aussi les autres qui ont séjourné dans ces genres-là, et ceux qui sont restés, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont incarcérés en toute violation des procédures, parce qu'une personne ne peut pas être prévenue pendant 3 ans. 3 ans, une personne est prévenue, c'est pas normal, c'est injuste, voilà. C'est inhumain, voilà. Donc, si je t'ai bien compris, il y a là-bas des détenus qui sont depuis 3 ans, mais en fait, 26 mois, voilà, sans pourtant passer devant le tribunal. un juge, être écouté. Il y a plusieurs cas. C'est là ce que je demande à ceux qui sont aujourd'hui des juges, des magistrats. Ils ont appris le droit. Et le droit, quand on l'apprend, il faut le dire. En soi-même, le droit, quand vous l'apprenez, vous devez vous-même d'abord être exemplaire.
Parce que moi, aujourd'hui, en tant que militant, activiste de droits de l'homme, il y a certaines choses que je ne fais plus. Il y a certaines choses que moi-même je vois, si ça je le fais, cela Pour sera apporter, anormal par voilà. rapport avec, voilà. Donc, malheureusement, nous voyons que ce que je dis, la justice au service des hommes forts, si X dit que ce monsieur, il faut le garder là-bas, on le garde. Voilà. Et donc, il y a plusieurs Alors, cas. et donc, lorsque vous étiez là-bas, vous avez bénéficié quand même des visites, par exemple, des examens de santé pour voir comment vous vous portiez? Je dirais non. Il faudrait aussi aider ceux qui travaillent dans ces pénitenciers-là. Le service, je dirais, De le santé? cabinet médical, le centre de santé qui est à l'intérieur manque de tout. J'étais devenu à un certain moment comme étant une personne de providence parce que tout le monde, comme vous savez aujourd'hui au Congo, quand tu passes dans les médias, quand les gens te voient dans les médias, entre guillemets, ils se disent que tu as l'argent. Et du coup, tout le temps, nous étions obligés de régler les problèmes d'ordonnance parce qu'il manque la nivaquine, il manque même de la bétadine, il manque des cotons. Et donc, il manque de tout dans ce centre Centre de de santé. Et santé. donc, pour faire des examens, vous devez sortir. Lesquels qu'ils paient, ce sont les parents qui doivent payer pour vous amener aller faire les visites et donc même les produits, la paracétamol déjà qui est un produit accessible à tout le monde, ça manque au niveau de cette maison-là. Et j'ai eu à apporter même certains des bétatines là-bas pour nettoyer parce que nous avons des frères qui sont atteints des furantes là-bas parce que il y a des maladies pas du tout bien. L'eau n'est pas de bonne qualité. Bien voilà, c'est également la fin de cette émission. Merci, Monsieur Chris Dongui, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes activiste de droits de l'homme et membre du mouvement Ras-le-Bol. À vous, chers téléspectateurs, un grand merci de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour nous aider à mieux faire et d'améliorer aussi nos performances. Moi, je vous retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, pourquoi pas, avec le même plaisir, Dieu le voulant. Merci.